Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 12 septembre 2025 et présenté sur la télé de Rogers, Gavino DeFalco avec mon bon ami Jeremy Filosa. Yes sir! 16 matchs qui restent à la saison, Philo! 16! Incroyable. Ça va vite. Ça va Incroyable. C'est malade. Et on dirait que c'est hier qu'on a commencé notre année au podcast des Blue Jays. Ça va tellement vite cette saison et les Blue Jays jouent du bon baseball après avoir échappé la série contre les Yankees. On sait, défaite en 3 matchs. Là, ils ont perdu 2 matchs. Grosse victoire cette semaine, 2/3 contre Houston. Ça aurait pu être 3/3, mais on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Un tour de table, Philo, sur quand même les Blue Jays qui restent au premier rang de la division Ouest. On a toute une émission, là, je vous dis, là, ça va aller vite, les faits saillants et le classement, etc. Philo, le tour de table. Ben, écoute, des hauts et des bas cette semaine pour les Blue Jays qui nous ont fait un peu sacrer là, dans les 5-6 premières manches des 2 premières rencontres face aux Astros parce qu'il se passait pas grand-chose offensivement parlant. Bien sûr, il va falloir revenir sur Hoffman qui a bousillé une autre opportunité tard en fin de match pour les Jays. Et ensuite de ça, ben, la performance absolument incroyable de Kevin Gausman, je dirais même historique, parce qu'à plusieurs niveaux, dans l'organisation des Blue Jays, c'est une performance où on fracasse certains records. On va en parler dans quelques instants, mais en tout et partout, tu gagnes 2 matchs sur 3 et tu gardes les autres équipes de la division Ouest quand même à l'écart pour 3 matchs et plus. On va regarder tout de suite, qu'est-ce qui se passe du côté du classement. Toronto est toujours premier avec un dossier de 84 victoires et 62 défaites. Les Yankees sont à 3 matchs. Les Red Sox à 3 matchs et demi. Ils jouent un contre l'autre en fin de semaine. Ça va être intéressant si les Blue Jays balayent les Orioles en fin de semaine. Ils vont gagner du terrain sur une des 2 équipes, c'est sûr. Tampa Bay est à 12 matchs. 7 des 16 prochains matchs sont contre les Rays de Tampa Bay. Donc, on va voir beaucoup de Tampa Bay dans les 2 prochaines semaines. Il reste juste 2 semaines à la saison. Et également, là, on sait que Toronto a le bris d'égalité contre les Yankees si jamais les 2 équipes terminent à égalité au premier rang. Écoute, ça va bien, Philo, là. La semaine dernière, les Yankees étaient à 3 matchs avec 23 matchs à faire. Là, ils sont encore à 3 matchs. 3 matchs avec 16 matchs à faire. Donc, j'imagine, si les Blue Jays jouent pour 500, 8-8, va falloir que les Yankees aient un dossier de 13-3 pour distancer les Blue Jays. Je vais pas dire que ça sent le championnat, mais ça commence à sentir un petit peu, là. Ben oui, t'as absolument raison. Écoute, on va se le dire, les Blue Jays sont au premier rang depuis le match des étoiles et ils n'ont jamais vraiment regardé en arrière. À un moment donné, les Yankees se sont approchés à 2 matchs, c'est vrai, mais là, ils commencent à manquer de temps. Puis les Blue Jays, ce qui les favorise, c'est qu'ils ont tellement de lanceurs partants de qualité, ils sont pas tous parfaits à tous les soirs, mais c'est très difficile pour les Blue Jays de se retrouver sur une longue séquence de défaites parce que tu as toujours un Scherzer ou un Berrios ou un Bassett ou un Bieber qui est à une performance près d'arrêter cette séquence de défaites-là. Donc, ça regarde quand même très bien. La série contre Houston. Avant de parler de la performance de Kevin Gausman, dans le premier match de la série, on a vu des gros jeux, là. Les Blue Jays qui tiraient de l'arrière et tout ça. Le jeu en 10e manche de Vladimir Guerrero, son jeu défensif tout simplement incroyable dans cette série-là. Des catchs dos au jeu. Parle-moi du relais qui a mis fin à la menace des Astros en 10e manche, qui a épinglé Ozzy Altuve au 3e but. Écoute, c'est un jeu clé, je pense, dans la saison, puisque si les Blue Jays perdent ce match-là, on commence à être un petit peu négatif, mais Vladimir, là, écoute, je pense que c'est un des jeux clés là, de la saison jusqu'à maintenant. Écoute, il a été répertorié que c'était la première fois dans les 2 dernières années qu'un joueur de premier but tentait de retirer un coureur au 3e sur un roulant du côté droit de l'avant-champ. OK? Ça n'arrive jamais. Jamais. Dans la tête d'un gérant, dans la tête d'un joueur, un coureur au 2e but avec moins que 2 retraits et un roulant frappé du côté droit de l'avant-champ, que ce soit au premier ou au 2e, c'est automatique. Le coureur avance du 2e au 3e. Mais là,
Guerrero avait vu que Altuve, sur la fausse balle précédente, courait à moitié et il a fait un petit signe à Clement pour lui dire « Écoute, chef, si elle s'en vient vite vers moi, là, je m'en viens de voir. » Et Clement le dit après le match, il dit « Vladimir nous dit toujours « Soyez prêts au troisième but parce que si j'ai une balle frappée en bas direction et je pense que j'ai une chance, je vais vous la donner. » Et il y a un plomb, Vladimir. Ouais, il y a un plomb et le tir t'es précis, t'es parfait. Et Vladimir qui, en fin de 10e manche, est allé avec un coup sûr à l'avant-champ, qui a jamais démissionné sur sa course. Et on sait que, bon, les Blue Jays se sont sauvés avec la victoire. Un optionnel de Tyler Hanneman. Je te dis, as-tu vu la célébration? Ben les oui. Jays, tu sais, là, un esprit de famille et tout le monde contribue. Tyler Hanneman, pas supposé arriver en 10e manche puis te donner la victoire. C'est ça qui est arrivé, Philo. Ben, moi, je te dirais le contraire. Je te dirais que ces gars-là, là, les Heinemann, les Miles Straw qui fait une course extraordinaire pour se rendre au marbre et donner aucune chance à la défensive des Astros, ces gars-là ont tout fait pour t'aider à gagner des matchs. Puis on va en parler un petit peu plus tard parce que c'est des gars qui jouent plus bien souvent. C'est vrai. On va se le dire. Mais à chaque fois qu'ils sont là, ils font ce qu'ils ont à faire en termes de contribution pour aider les Blue Jays à gagner. Bon, la performance de Kevin Gausman, justement, hier, historique. Incroyable. 9 manches de travail, n'a rien donné, 2 coups sûrs, 9 retraits au bâton, 1 but sur balle. Et regardez le tableau à droite, là. Il a lancé 100 tirs, 79 prises sur 100, Philo. Pas le temps de niaiser. On peinture les coins. Gausman était en pleine possession de ses moyens. Tu sais, lorsque je t'ai dit, là, l'homme des grandes occasions, la semaine dernière, Gausman il a affronté Milwaukee, Yankees et Houston à ses 3 derniers départs. Il a été dominant, il a pratiquement rien donné. Si demain matin, j'ai un match numéro 7, je change mon fusil d'épaule et j'y vais avec KG, Kevin Gausman. Parle-moi de la performance historique de Gausman hier. Ben, extraordinaire, comme tu viens de le mentionner. On vient de le voir au tableau. 79 prises sur 100 lancés. C'est le plus haut total de pourcentage de prises pour un lanceur qui a lancé un match complet dans l'histoire des Blue Jays. C'était son 4e match complet à vie, son 2e par blanchissage. C'était seulement le 11e match complet par blanchissage dans le baseball majeur cette saison. Hey. Et moi, je reculerai encore plus loin que ça pour ce qui est des stats de Gausman. Dans ses 7 derniers départs, Gavino, il lance en moyenne 7 manches par départ et il a donné 6 fois sur 7 2 points ou moins. Alors, tu viens de le dire, en séries éliminatoires, Kevin Gausman a fait la preuve dans les dernières semaines qu'il est l'homme de la situation et il n'y a plus de doute dans ma tête, c'est lui qui sera le lanceur partant pour le premier match des séries éliminatoires des Blue Jays. 7 manches contre Milwaukee, 8 manches au Yankee Stadium dans le cadre du premier match de la série et 9 manches hier, je le dis. Ça a de l'air facile. C'est pas des balles frappées à 400 pieds du marbre et captées. Ça prend des jeux spectaculaires. Non. Il lance des prises et il implique sa défensive. La défensive ne dort pas au gaz lorsque Gausman est là. Il travaille rapidement, lance des prises, défie les frappeurs. Et c'est ce qu'on aime même comme téléspectateur. Lorsque Gausman est là, tu sais que ça va être une bonne performance. Il ne perdra pas de temps à lancer la baballe au receveur, Philo. Gausman en a parlé à plusieurs reprises cette année à quel point il ne détestait pas avoir une journée de plus de repos. Ouais. Encore une fois, il lançait sur son 6e jour. On a vu ce que ça a donné. Là, dans les prochains jours, il n'y en a pas de journée de congé, Gavino. On va lancer aux 5 jours en espérant que ça n'affecte pas les performances de Kevin Gausman. On vient de parler de Gausman qui s'assure au moins d'être un partant dans les séries éliminatoires, sauf qu'il y en a d'autres qui piétinent parce que Scherzer, par exemple, des maux de dos depuis 2 semaines. C'est pas mal moins bon. Ses 3 derniers départs, 5 circuits accordés, une douzaine de points mérités. S'il y a 2 semaines, Scherzer était assurément un de nos partants pour les matchs éliminatoires. Je suis plus sûr au moment où on se parle. Il va falloir qu'il prouve là, cette semaine. Et les autres partants ont de la difficulté à traverser souvent la 6e manche, la 5e manche, c'est des 5 et 1 tiers, des 4 et 1 tiers. Shane Bieber, on dirait qu'il va bien, mais il accorde toujours une mauvaise manche dans ses départs. Mais tu sais, pour l'instant, je pense que les 2 partants qui méritent de lancer dans les séries, Gausman, aucun doute. Tu vas avec Shane Bieber et t'espères de revoir le Max Scherzer du mois de juillet. Parce que je te dis, ça commence à être inquiétant dans son cas. Il va lancer en fin de semaine contre les Orioles. J'ai hâte de voir sa performance. Un autre qui en arrache, parce qu'on sait c'est pas tout rose du côté des Blue Jays. Jeff Hoffman,
9e manche contre les Astros de Houston. Et c'est l'égalité 2-2. On regarde ce qui s'est passé. That ninth inning. That ball's drilled high and deep to left field. Yainer Diaz gives the Astros a 3-2 lead in the ninth. Ooh, I like it when that bartender's up late. Little Yainer bomb to finish things off. That was a big swing. Yainer's had a good game behind home plate, working with Jason Alexander. Talked about how well he's swinging the bat north of the border, but he unloaded. Très, très, très inconstant, notre ami Jeff Hoffman. Tantôt très bon, tantôt très mauvais. C'était le 15e coup de circuit qu'il accordait depuis le début de la saison. On voulait lancer Chad Green dans le fleuve parce qu'il était pourri, il en avait accordé 14. On l'a congédié. Hoffman est rendu à 15. Et c'est souvent également, là, mon ami Fergie me le disait au travail, même les retraits de Jeff Hoffman, c'est à la piste d'avertissement, Philo. Rien de facile dans son cas. 9 et 7, 30 en 37 en sauvetage. Je veux dire, 7e match de la Série mondiale, t'amènes-tu Jeff Hoffman? Tu sais, je veux dire, passe pas, là. C'est sûr que non. Puis là, tu sais, John Schneider a beau dire après les points de presse toujours la même chose. J'ai confiance en lui. C'est bien beau, là. Mais là, les décisions difficiles s'imposent dans le cas de Hoffman. On arrive dans les séries dans 2 semaines et demie. Ça peut pas être lui, ton closer. Comme tu viens de le dire, 15 circuits accordés. 13 en 8e ou 9e manche ou plus tard, c'est beaucoup trop. C'est un sommet dans le baseball majeur. Dire que Hoffman n'avait donné que 8 circuits, Gavino, dans les 2 dernières saisons combinés. Alors, il a de la difficulté. Là, il lançait pour une 4e fois en 5 jours. Hoffman, là, ça, c'est fini. Tu as vu le tir qui a été frappé. 94 000 à l'heure. Pas au centre de la plaque, mais à peu près. Elle se retrouve de l'autre côté de la clôture. John Schneider a dit après le match, je pense pas qu'il va être en mesure de lancer à 97-98 000 à l'heure. OK, mais ça va être un problème si c'est le cas. Là, on a vu des gars comme Yariel Rodriguez qui ont eu des charges de travail moins lourdes dans les dernières semaines. Sa balle rapide est revenue, 97-98. Alors, il va falloir penser à lui donner du repos. Pas du repos comme après la série au Colorado, que ça faisait 8 jours qu'il n'avait pas lancé. Je te parle de, tu sais, espacer ses sorties, donne des chances à Sir Anthony, donne des chances à Yariel en 9e manche occasionnellement. Ménage un peu Hoffman si tu veux avoir quelque chose qui a de l'allure en série de sa part, parce que sinon, tu es dans le trouble, Gavino. Faire une parenthèse, là. Sir Anthony Dominguez, depuis le 1er septembre, 2 manches de travail. 2 manches de travail depuis le 1er septembre. Et là, on dit, ben, il va bien. Donc, tu lui donnes même pas de travail à Sir Anthony Dominguez. C'est bien le fun, Jeff Hoffman. On l'a vu. Il n'arrache. Mais je te le dis, moi, je pense que dans ce cas-là, notre ami Schneider a la tête dure et il va continuer à lancer Jeff Hoffman jusqu'à temps qu'il se replace. Je te le dis, il changera pas son fusil d'épaule. La semaine prochaine, on va se reparler. On va dire, Jeff Hoffman a encore bousillé une avance. Moi, je pense que son homme, c'est Jeff Hoffman. Il va vivre ou mourir avec Jeff Hoffman d'ici la fin de l'année. Ben, ça, c'est mon call. Il va mourir, Gavino. Moi, là, ce que je reproche le plus à John Schneider, son incapacité de prendre des décisions difficiles. On se rappelle, là, il n'a pas de contrat à la fin de l'année. Si jamais il fait confiance à Jeff Hoffman et la saison finit mal, que ce soit en saison régulière, très peu possible, là, parce que le chiffre magique des Blue Jays, c'est 8. Là, ils vont se qualifier d'ici ils vont se qualifier, ça, c'est sûr. Exactement. Mais mettons là, une sortie rapide des Blue Jays en séries éliminatoires parce que Hoffman a bousillé des avances en fin de match. Il perd sa job, Gavino. Il perd sa job. Il pourrait gagner le titre de gérant de l'année puis perdre sa job. Les Blue Jays qui n'ont pas gagné de match en série depuis 2016. Donc, c'est important pour que le club ait une chance. Évite le premier tour, va-t'en tout de suite en bas et ensuite un 3-5 pour la première série. Rapidement, mon ami Mike Busato, il m'a dit, vous parlez pas assez de la défensive de Addison Barger. On regarde. You always anticipate the ball being put into play. And what another nice play by Barger at third base. He has really become a heck of a defender, whether he's at third base. C'est vrai, je l'aime au 3e but, Barger. Je l'aime plus au 3e but que comme voltigeur. Qu'est-ce que t'en penses? Je l'aime vraiment plus au 3e but. Reste que même en défensive, dans le champ droit, Gavino, il a fait des catchs spectaculaires cette saison. Moi, je l'ai toujours dit. Ma solution, ce serait de mettre Clement au 2e
Jimenez, cet hiver, si t'es capable de t'en départir, débarrasse-toi-en. Ça, c'est mon opinion, personnellement. Mais regarde la défensive. Il n'est pas échangeable, il bougera pas, Jimenez. Puis en passant, on l'a dit, Barger, c'est pas un deuxième frappeur. Où est-ce qu'il frappe maintenant? 4e, 5e, 6e. On a remis Nathan Lucas au 2e rang. Je te le dis, je pense que John Schneider écoute le podcast des Blue Jays. Hazel May a discuté avec Jimenez et Jimenez a dit que le gérant l'avait rencontré par rapport à son attaque, qu'ils avaient besoin de plus de contributions de sa part. Il fait très mal, malheureusement, à l'attaque des Blue Jays parce qu'il frappe rarement. C'est vrai qu'il y a eu un coup sûr opportun cette semaine, mais quand même. Ouais. Mais pour revenir à la défensive, tu sais, regarde Varsho, encore une fois, là, cette semaine. 2 catchs, là, à côté dans la clôture, aux chansantes. Ça, là, on n'en parle pas assez parce que ça, c'est des doubles puis des triples, normalement. C'est les points qu'on donne pas. Tous les voltigeurs des Blue Jays cette année ont été extraordinaires défensivement. À l'avant-champ, Vladimir, on a parlé de son jeu tout à l'heure, il est très bon. Jimenez, bien sûr, au 2e, on n'a rien à lui reprocher. Beau Bichette a beau pas être le meilleur shortstop de la Ligue, mais je suis capable de vivre avec. Clement au 3e, je serais même pas surpris qu'il soit considéré pour un gars doré. Derrière le marbre, Kirk. Rien à dire. Alors, j'adore la défense des Blue Jays. Les Blue Jays ne se font pas mal eux-mêmes dans le match. On regarde les autres défensives, là, les Yankees en arrache. On a vu des mauvais jeux des Astros en fin de semaine. Et moi, je pense que c'est une des forces des Blue Jays, la défensive. Rapidement, la blessure de Beau Bichette, on garde. Line drive, it's a base hit to right field. Bichette rounds third. The throw from Bellinger is in time. What a throw by Cody Bellinger. Bon, selon mes notes, Beau Bichette serait supposé revenir au jeu dans le coin du 16 septembre, donc au milieu de la semaine prochaine et tout ça. Mais je pense pas qu'il va revenir tout de suite, notre ami Beau, là, parce que présentement, on le voit, les dernières informations, on le voit boiter et loin de retour, Philo. Ben, John Schneider a dit cette semaine, aucune activité baseball dans son cas. Donc, je pense que c'est vraiment lundi matin, il va se réveiller, on va l'évaluer. Es-tu capable de commencer à frapper des balles, courir les buts, oui ou non? Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est une énorme perte pour les Blue Jays, Gavino. Tu as vu les 2 premiers matchs face aux Astros, les 5, 6, 7 premières manches. Les Blue Jays ne produisaient absolument rien. Ils ressemblaient aux Blue Jays du début de la saison puis de la saison dernière. Dans le deuxième match de la série, 0-16. Les frappeurs 0 de 1 à 4 du côté des Blue Jays. Là, ce qu'on dit que un des MVP, c'est Beau Bichette. Il n'y a pas photo. Là. Il s'en allait vers une saison de 200 coups sûrs. Malheureusement, je pense que ça va être très difficile dans son cas. Il va falloir qu'il soit 3 à 4 dans les 10 derniers matchs. Mais tu sais, Beau Bichette, sa contribution offensive. C'est plus la même équipe lorsque Beau n'est pas là, Philo. Non, tu as absolument raison. Puis il faut que ce gars-là revienne en santé. En espérant que ce soit le plus rapidement possible. Bien honnêtement, je remets un petit peu en doute là, la décision de l'envoyer au marbre parce qu'il était mort par au moins 2 steps, comme on dit. C'était pas une bonne idée de l'envoyer. Bellinger a quand même un bon bras au champ droit pour les Yankees. On a vu le relais qu'il a effectué. Je comprends, mais tu sais, on blâme les Blue Jays de ne plus être agressifs et de ne plus aller chercher des 90 pieds. Tu sais, on peut pas dire, tu sais, on a manqué là-dessus. On a vu dans la série contre Houston là, des coureurs se transformer en Superman du premier au marbre, tenter des vols de but. On disait qu'ils étaient pas agressifs. On peut pas les blâmer, Blue Jays, de pas l'envoyer. En tout cas, Beau Bichette, malheureusement, tu sais, c'est une blessure au genou, un contact assez solide au marbre là, quand même. Oui, puis tu sais, ce qui est plate un peu, Gavino, c'est qu'on l'a ramené dans ce match-là. Tu sais, Beau Bichette n'aurait probablement jamais dû revenir dans ce match-là, de la manière qu'il boitait pour retourner au vestiaire. Je comprends qu'on a fait des tests là, durant la pause là, à cause de la pluie et tout ça, mais il aurait probablement jamais dû ressortir. J'espère juste qu'il n'a pas aggravé sa blessure quand il est revenu. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est prier le petit Jésus qui revienne le plus rapidement possible. Prochain sujet. Certains joueurs ne jouent plus. Et quand ils jouent, ils contribuent comme Davis Schneider. On regarde. Davis Schneider hits a fly ball to deep left. Trammell is back. It's gone! Philo, depuis le 1er septembre, te donner une idée, là, Vladimir et George ont 41 apparitions bâton. Davis Schneider en a 12. Miles Straw en a 8. Ça, c'est 2 joueurs qui allaient bien au mois d'août, fin août. Ils transportaient l'équipe avec des gros coups sûrs, des gros circuits, des gros jeux en défensif.
en défensive. Pourquoi ils jouent plus, ces gars-là? Pourquoi qu'ils jouent plus, ces gars-là? Je veux dire, les Blue Jays jouent pour 500 dans leurs 25 derniers matchs. Comment ça se fait qu'on brasse pas la soupe du côté de John Schneider? Tu sais, j'ai de la misère à me l'expliquer parce que, tu sais, on dit souvent que chez les Blue Jays, les Kakis décident de beaucoup de choses. Les Kakis, c'est les gars qui portent des pantalons Kakis, donc c'est les gars en arrière des ordinateurs. Vous comprenez? Les gars d'un bureau, les gars d'un bureau. Les gars de statistiques avancées, ces gars-là devraient savoir que on a besoin de la contribution de ces gars-là. Schneider, depuis son retour de Buffalo au milieu de la saison, il va tellement bien. Il frappe pour près de 300. Il est capable de te donner de la puissance. Moi personnellement, Gavino, là, je sais que Bichette n'est pas là puis Clement joue à l'Areco. Mais j'aurais même pas de problème à mettre Schneider au deuxième but parce que j'aime ce qui m'amène au bâton, la puissance. Dans le seul match qui a obtenu un départ, le troisième match face aux Astros, un circuit, 2 points produits. Miles Straw, tu l'as mentionné encore une fois. Hey, écoute, faut avoir du cran, hein? Faut avoir du cran parce que dans le premier match contre les Astros, là, les Blue Jays demandent à Heinemann de déposer l'amorti de sûreté. Tout le monde le sait, là, sur le terrain. Oui. Puis les Blue Jays ont confiance que Heinemann va être capable de déposer l'amorti de sûreté. Ça n'a pas été le cas. Finalement, on a dû se rabattre sur un optionnel au premier. Mais c'est à ce point-là qu'on fait confiance à des gars comme Heinemann de déposer l'amorti de sûreté et surtout Miles Straw, le meilleur coureur sur les sentiers, d'être capable de lire l'amorti de sûreté et venir marquer, peu importe la situation de jeu. Moi, ça me démontre que le gérant, il regarde ces gars-là, ces vétérans-là, puis il dit, moi, les boys, là, je vous fais confiance. Mais il y a quelqu'un en arrière qui leur fait pas confiance. Même, j'ai même été étonné de voir IKF si souvent que ça dans l'alignement. 15 présences au bâton pour IKF. Je sais qu'il a frappé un coup sûr important et tout ça. Oui. Mais selon moi, il y a une hiérarchie à respecter. Puis David Schneider puis Miles Straw, selon moi, sont en avant d'IKF et méritent de jouer un peu plus. En tout cas, on va voir là parce que il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de compétitions présentement, que ce soit comme voltigeur ou comme joueur d'avant-champ. Tout le monde veut jouer et on peut pas faire plaisir à tout le monde. En tout cas, c'est des décisions difficiles. Rapidement, Philo. Je répète ce que j'ai dit la semaine dernière. Dans une équipe qui veut marquer des points en embarquant, en faisant avancer et en poussant des gars au marbre, tu peux pas avoir dans ton alignement 3 gars qui ont des moyennes de présence sur les buts de 300 et moins. Ouais. Je parle de Varsho, je parle de Jimenez, je parle de Barger. Alors, il faut que tu en sortes au moins un. Moi, ce serait Jimenez, ce serait, regarde, c'est les yeux fermés. Mais bon. Ah, mais il est bon en défensive. Ben oui, mais tu vois-tu d'autres gars? Non, mais Schneider, tu vois-tu faire des erreurs en défensive? Pas en tout. Puis il peut même jouer au deuxième but, il n'y a pas de problème. Puis il est même dangereux contre les lanceurs droitiers. Hier, là, il n'a pas été chanceux parce qu'il aurait pu frapper 3 coups de circuit, David Schneider. Il est dangereux. Et lorsque tu le mets au 7e ou 8e rang, il te fait pas mal. Il peut aller chercher des gros coups de circuit. Oui. C'est un joker, comme on dit, de luxe, notre ami Davis Schneider. Moi, je trouve que c'est un joueur qui s'est beaucoup amélioré défensivement, puis on le sous-estime. Anthony Santander, on l'avait oublié, lui. Il a recommencé à jouer avec les Bisons des Prairies de Buffalo. On regarde sa présence au bâton hier. About 6 years up there playing a lot. The pitch swung on and belted deep to right field. Backheads Lipscomb. He's at the track to the fence. Forget it. Santander gives Buffalo the lead in game 1 of his rehab assignment. He crushes one to the back of the bullpen in right. And it's now 4-3. Bon, Philo, on repassera pour la passion pour commenter un coup de circuit. Anthony Santander, présence au bâton comme frappeur gaucher, loin dans la droite. Et là, il brouille-tu les cartes un petit peu pour la fin de la saison des Blue Jays? Ben, pas le choix. Écoute, il sort cette balle-là. Il a l'air d'un gars qui frappait un pitching wedge, tu sais, à 125 verges du marbre. Mais, tu sais, on a vu avec quelle facilité il a sorti cette balle-là, Santander. C'est sûr que là, on se pose toutes sortes de questions. Première chose, qui va sortir de l'alignement? Parce qu'il faut t'en sortir un, là. C'est un Ty France ou un IKF, je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui va perdre sa place. J'espère que ce sera pas un gars qu'on a mentionné tout à l'heure. Ben, ça va être Loper Fido, va retourner en bas. Bon, ça pourrait être Loper Fido, par exemple. OK. Ouais. Alors... Sauf que là, s'il va bien à Buffalo, là, est-ce qu'il réintègre tout de suite ton alignement? Est-ce que tu le mets DH pour la fin de la saison puis tu rembarques Oncle George en défensive? Tu sais, c'est des décisions à prendre. Là. Ben absolument, tu as raison que c'est pas évident parce que tu as des gars comme Nathan Lukes qui vont te chercher
des coups sûrs opportuns. Probablement qu'il sort d'alignement, ce joueur-là, si Santander rentre. Alors, on le sait, Santander est capable de frapper des circuits. On sait aussi qu'il est capable de finir la soirée 0-4 avec 4 traits sur des prises. Alors, ça, c'est pas productif. On vient de parler, il y a quelques instants, de joueurs qui n'ont pas de bonne moyenne de présence sur les sentiers. Tu veux pas en rajouter un autre. Mais en l'absence de Bo Bichette, c'est sûr que tu vas aller chercher, tu veux mettre dans ton alignement quelqu'un qui peut faire des dommages. Et Santander peut en faire. Le plan, c'est de jouer 5 matchs à Buffalo, dont 3 comme frappeur de choix et 2 comme voltigeur, pour voir qu'est-ce que ça donne. N'oubliez pas que la saison de Buffalo, ça se termine à la fin de la semaine prochaine. Donc, il ne reste plus grand temps là, pour que ces gars-là puissent reprendre la forme. Probablement que Bichette n'aura pas l'opportunité d'aller à Buffalo pour te faire la main. On verra. Mais on va avoir le temps d'en jaser, mais avec Bichette et Santander en santé, là, je veux dire, tes 5 premiers frappeurs, c'est qui, là? Springer 1, 2, on ne sait pas, Vlad 3. Qu'est-ce qui arrive? C'est-tu ton 4e frappeur? C'est-tu Bo Bichette ou Santander? Non. Parce que Santander, c'est pas un 9e frappeur, là, tu sais, puis avec la puissance qu'il démontre, il a frappé 40 circuits, il peut pas le faire frapper 8e, là, rapidement. Bon, moi j'ai 2 options. Soit que je mets Nathan Lucas 2e s'il est dans l'alignement. Sinon, tu descends Bichette 2e, Vladimir, Santander, et ensuite de ça... Barger, Varsho et ainsi de suite, là. Exactement. Alors, ça te donne quand même un très, très bon top 4, top 5. Varsho, là, honnêtement, moi, je le vois pas comme frappeur de protection. Il fait pas assez contact souvent. On a vu quand même Barger dans le 3e match contre les Astros. Il a fait le travail, tu vas me dire, c'est juste un match. Ouais. Mais quand même, donnons-lui une chance d'essayer de faire cette job-là, s'il le peut. Mais croisons-nous les doigts et espérons que tout le monde puisse revenir en santé et que surtout qu'il soit en mesure de contribuer. C'est sûr que moi, ce qui me fait peur, c'est que Santander, il arrive là un peu comme un cheveu sur la soupe. Il n'a pas joué depuis le mois de mai. Puis s'il n'est pas capable de rivaliser et de rattraper les balles rapides des partants qui vont pousser à 97, 98, 99, ben ça se peut que ça devienne un joueur un peu inutile, là. Il reste 40 secondes à l'émission. En fin de semaine, contre les Orioles de Baltimore, le club trouble-fête des Blue Jays, Scherzer, Bassett et Shane Justin Bieber peut pas échapper cette série-là à domicile contre, pas les pauvres, mais Colin, que les Orioles sont fatigants. C'est comme des maringouins qui s'en vont jamais en 20 secondes. Oui, et je veux absolument voir Scherzer sortir avec une grosse performance pour nous convaincre qu'il a sa place dans les matchs éliminatoires sur la butte comme partant. Idéalement, Gavino, ça prend un balayage. Un balayage contre les Orioles de Baltimore. Ouais. Merci d'avoir été là au podcast des Blue Jays. On se revoit la semaine prochaine au nom de Jérémy Filosa. Ici Gavino Defalco qui vous dit bye bye et bon baseball. Salut!